Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces interventions. J'aurais moi quelques petites remarques et des questions suite à ces remarques. La première, c'est il y a un terme que j'ai pas du tout entendu pendant toutes les interventions, c'est le terme d'hégémonie par rapport justement aux routes de la soie. C'est un mot qu'on entend souvent. Justement, est-ce que la Chine, avec ses investissements, veut faire une sorte d'hégémonie commerciale par rapport à la mondialisation? Il y en a beaucoup qui pensent que oui, et de fait, la Chine fait créer la route de la soie pour la Chine, justement pour sécuriser ses importations et pour pouvoir exporter aussi ses objets. Donc j'ai trouvé ça intéressant de ne pas en entendre parler, et comme si on n'y avait pas de critique par rapport à ce projet. Donc j'aimerais, s'il y en a qui sont intéressés, entendre justement des gens qui sont passés pour savoir quel était leur point de vue par rapport à ça. Sinon, j'ai feuilleté le livre qui était à l'accueil et j'avais vu quelque chose qui m'avait un peu interpellé, c'était le terme de fin de la géopolitique, comme si les routes de la soie allaient apporter au final une sorte de sérénité mondiale et qu'on allait, grâce au commerce, arrêter les conflits. Au contraire, je pense qu'en mer de Chine, la situation est de plus en plus tendue. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent bien le sujet, je pense que oui, mais chaque petite parcelle de terre est militarisée, que ce soit par la Chine, le Vietnam, mais c'est surtout la Chine qui le fait, que ce soit les Paracels, les Smartless. Il y a aussi des îlots qui sont on est revendiqués par plusieurs nations. La flotte américaine est de plus en plus présente, justement en mer de Chine. Obama avec son pivot asiatique, en fait c'était un pivot à la fois commercial avec le Trans-Pacific Partnership, mais aussi un pivot militaire. Ok, donc bref, il y a aussi des rivalités avec l'Inde assez fortes avec la Chine. Voilà, j'aurais bien aimé aussi savoir si la fin de la géopolitique annoncée dans le livre était-elle dans les faits réels ou c'était quelque chose qui était plutôt espéré. Sinon, j'avais des questions qui concernaient en fait l'intérieur de la Chine. Est-ce que les défis intérieurs de la Chine, je voulais citer par exemple les Ouïghours, Hong Kong ou par exemple le Tibet, ça c'est quelque chose qui a beaucoup de répercussions en Europe. Est-ce que ces défis-là pour la Chine vont pas ralentir les projets de la BRI et les projets d'infrastructure? Par exemple, si je prends pour le cas du Tibet, c'est quelque chose qui a beaucoup de répercussions en Europe. Est-ce que les nations européennes ne vont pas, par exemple, demander à la Chine d'être un peu plus indulgent avec les Tibétains? Pour les Ouïghours, ça pourrait être des nations musulmanes qui sont impliquées dans le projet. Donc, est-ce que, justement, on va dire, ces défis intérieurs chinois ne peuvent pas ralentir les ambitions extérieures? Voilà. On peut donner des chiffres simples, hein. Vous savez, on dit Djibouti, c'est terrible. Les Chinois vont faire une base militaire à Djibouti. D'accord? C'est vrai, hein? C'est vrai? C'est faux? C'est que au moment de quand les Occidentaux ont lâché Kadhafi, en fait, il y avait des centaines de ressortissants chinois qu'on a sortis de la Libye à Côte Zodiac et avec des bateaux de pêche. Premier point. Deuxième point, aujourd'hui, vous avez 800 bases militaires américaines dans le monde. Il y en a 2 chinoises, d'accord? Une à Darwin, parce que quand les Chinois vont de la Chine au Chili, ils passent par l'Antarctique. Et c'est plutôt une base d'observation. Et la deuxième, Djibouti. Donc pour un pays qui a 10 000 entreprises actives en Afrique, avoir une base militaire en Afrique, franchement, c'est nul. Parce que, donc, si vous voulez, alors que Djibouti, c'est justement l'exemple qu'on entend partout pour dire, voilà, au début, c'est du commerce, ensuite, voilà, ils font des ports, et ensuite, voilà, ils mettent des chemins de fer derrière, ils embauchent des gens, et ces gens-là, ben, ils ont besoin d'écoles, on leur construit des écoles, on leur construit des hôpitaux, et finalement, on installe des bases militaires. Donc, ça, c'est l'argument principal. Si je prends tous les médias depuis 2 ans, le discours sur la volonté de la Chine d'imposer son hégémonie militaire, c'est basé sur ça. Donc Djibouti, 2 bases chinoises contre 800 bases américaines,
c'est un discours qui ne tient pas la route. Ensuite, il faut connaître l'histoire de la Chine. C'est-à-dire que dans les anciens temps, la Chine avait un système de commerce tributaire. C'est-à-dire qu'un certain nombre de pays venaient, ils faisaient référence à l'empereur, même des généfluxions, mais ils pouvaient venir avec 25, avec 50, avec 500 commerciaux. Et une fois qu'ils avaient fait les références à l'empereur, ils pouvaient vendre tout ce qu'ils voulaient en Chine. Et l'empereur, d'ailleurs, pendant 1000 ans, le plus grand cadeau diplomatique de l'empereur de Chine, c'était de donner la soie. Aujourd'hui, nous, quand moi, on me dit la route de la soie, automatiquement, en tant qu'occidental, je dis on vend de la soie et en échange, on a de l'argent. Mais en fait, ça ne marchait pas du tout comme ça. C'est-à-dire que effectivement, ce qu'on dit, c'est une politique de puissance, c'est-à-dire ce que De Gaulle appelait une politique de prestige et de garder son rang en tant que puissance dans le monde. C'est-à-dire qu'on faisait effectivement des cadeaux à l'empereur de Chine, mais le pauvre empereur, il était condamné à donner des cadeaux encore plus grands de tout ce qu'il avait reçu. Voilà. En échange de cette reconnaissance, les pays en question, on leur donnait une certaine souveraineté. Et il y avait la non-ingérence. Il y avait des régions, il y avait des États. Le Japon même a fait une fois une guerre pour avoir le droit de retourner dans le système tributaire chinois. Tellement c'était terrible. Donc après, il y a un autre système qui est le système de canton, qui était le système pour les étrangers. C'est-à-dire que les Anglais, les Portugais, on allait à Macao, les Chinois donnaient autorisation aux marchands étrangers d'aller offshore devant le canton. Et les marchands chinois venaient avec des petits bateaux. Les étrangers payaient les droits de douane et on faisait un deal et la marchandise repartait en Chine. La Chine, aujourd'hui, en fait, elle a toujours maintenu un double système d'échange. Et aujourd'hui, avec les nouvelles routes de la soie, il n'y a qu'un retour à sa vision de relations internationales, qui est de partenariat, de respect mutuel, de non-ingérence. Et aujourd'hui, évidemment, ça arrive dans un monde où, en Occident, vous voyez, ce qu'il dit, c'est que entre 2008 et aujourd'hui, aux États-Unis, en Europe, on a mis 1000 milliards de dollars dans des banques qui sont toujours en faillite. Voilà. Les Chinois, eux, ils ont mis 1000 milliards de dollars dans du concret, dans des ponts, dans des routes, parce que depuis 40 ans, ils ont eu 10% de croissance par an. Ils ont sorti 715 millions de personnes de la pauvreté. Ils ont mis 4000 milliards de dollars sur un compte en banque. Et maintenant, ils veulent investir dans l'économie réelle. Donc, elle est là, la Chine. Donc, la question, c'est de définir des partenariats gagnant-gagnant. Et comme le disent les Italiens aujourd'hui, c'est que quand il y a beaucoup de vent, il faut mieux construire des éoliennes qu'un mur. On m'a souvent posé la question de l'hégémonie. Est-ce que la Chine est hégémonique ? Ma réponse est la suivante. Vous avez déjà vu avec les exemples historiques que la Chine n'a pas l'ADN des conquêtes. En revanche, avec le développement actuel, la Chine va nécessairement devenir hégémonique par la nature de son évolution, mais pas par objectif. Ce n'est pas dans son intention d'être hégémonique. Elle sera hégémonique parce que l'évolution économique de la Chine fait qu'elle va devenir hégémonique. Non, juste sur l'hégémonie, en fait, c'est vrai, on pourrait croire à une hégémonie commerciale, notamment des entreprises chinoises, mais c'est un peu un autre processus qui est en train de se faire, c'est que les entreprises chinoises, puisqu'elles investissent beaucoup à l'étranger, elles deviennent de moins en moins chinoises. Et les entreprises, même les entreprises d'État chinoises, qui traditionnellement dépendaient fortement de certains ministères chinois, puisqu'elles ont de plus en plus de marchés à l'étranger, elles ont
plus vraiment les mêmes intérêts que le gouvernement central chinois. Et maintenant, on prend Huawei par exemple. Si Huawei investit beaucoup en Europe, eh ben, elle deviendra un petit peu plus européenne et un peu moins chinoise. Et donc, en fin de compte, ce qu'on va voir dans les prochaines années, notamment à cause des routes de la soie, c'est l'apparition de grandes entreprises internationales chinoises. Aujourd'hui, est-ce que Facebook est spécialement américain ou plutôt international ? Ça, c'est à débattre. Et ben, c'est la même chose qui va se passer avec les grandes entreprises chinoises. Plus elles investissent à l'étranger, moins elles sont chinoises. Je vais juste parler un tout petit peu de l'aspect géopolitique. Moi, c'est pas mon cas, j'ai pas contribué à ce livre. Mais plus les entreprises investissent, regardez par exemple le cas des guerres en ce moment. C'est le Yémen, un pays qui a été peu ouvert, avec pas beaucoup d'exportation, pas beaucoup d'importation. La Syrie, pareil, un pays assez fermé. Plus il y a des investissements, parce que les entreprises chinoises investissent aussi au Vietnam, investissent dans tous les pays. Bien sûr, il y a des conflits d'apparence géopolitique, mais ce n'est pas vraiment des conflits chauds, même au Paracel. Il y a une tentation un peu nationaliste de tous les côtés pour monter un peu ça en épingle. Mais plus les entreprises investissent à l'étranger, moins elles veulent qu'il y ait une guerre qui se produise. Donc, en fin de compte, ces échanges des routes de la soie pourraient plutôt favoriser plus de paix que de guerre. Voilà. Pour des raisons commerciales. C'est peut-être pas les bonnes raisons, mais le résultat, c'est qu'il y a moins de guerre. Voilà. Oui, je m'excuse en tant que politique, ou supposé être politique, je me crois obligé de dire quelque chose. La première, c'est que sur le négatif, supposons que la Chine soit ou tente d'être hégémonique. C'est une très bonne nouvelle. Nous devons nous réveiller et on ne se réveille pas. Pendant ce temps, pendant ce que nous ne faisons pas, la Chine bâtit sur le vide que nous lui laissons remplir. C'est très bien dit dans un livre que je trouve excellent, pourquoi votre prochain patron sera chinois. C'est parce que vous n'êtes pas capable de faire des choses qui feront qu'il en soit autrement. Et il y a une autre phrase que je trouve très intéressante. Nos démocraties sont incapables d'une telle unité que la Chine s'impose à elle-même par des méthodes que nous pouvons contester, qui ne relèvent pas de notre démocratie. Mais nos démocraties sont incapables d'une telle unité et devenues trop dépendantes pour sortir du monde du compromis et passer à celui de la décision. Ça, c'est une première chose. Maintenant, passons au positif. Ce qu'apportent les nouvelles routes de la soie, c'est pas seulement du transport, c'est pas seulement une idée, c'est pas seulement un concept, c'est, il faut bien le dire, un projet de civilisation. Et ceux qui y ont réfléchi doivent relire les discours de Xi Jinping qui sont très clairs dans ce sens. Alors, qu'en conclure ? En conclure que ce que dit quelqu'un qu'on ne peut pas soupçonner d'amitié pour la Chine, qui est le général Pierre de Villiers, a dit de façon intéressante, il a dit, bon, nous avons dans le monde d'un côté l'Arabie Saoudite et l'Iran qui pensent en l'éternité. Bon, laissons cela de côté. De l'autre, la Russie qui pense à l'horizon 2030-2035 et la Chine 2050. Et nous qui pensons au mieux à la prochaine échéance électorale et au pire au prochain journal télévisé sur lequel on espère passer. Et là est la vraie question du défi. Et là est la vraie question sur ce que nous devons faire ou pas faire. Et on peut ratiociner, commenter à la française pendant des heures et des heures sur ce qu'est vraiment la Chine. Pourquoi ceci, pourquoi pas cela. Mais si c'est une occasion pour nous de ne rien faire, je pense que c'est carrément une perte de temps. Oui, Henri, je voulais juste dire un truc sur la notion de géopolitique. C'est-à-dire que si on prend le cas du continent africain, la géopolitique au sens européen du terme, ça a été la division. Diviser pour mieux régner. Et si on regarde le congrès de Berlin de 1885, on a divisé le peuple wolof en deux. Tous les peuples, on les a divisés en deux. Le lac Tchad, le projet dont j'ai parlé, si vous avez vu, il y a 5 pays. On a divisé le peuple autour du lac Tchad, on a divisé en 5 pays. Donc vous avez le Niger, le Tchad, Cameroun, etc. Donc partout, c'est cette géopolitique-là qui est dénoncée dans notre rapport, cette division pour régner, et qu'aujourd'hui, à travers certains projets régionaux de connexion des capitales, permet de sortir de cet héritage géopolitique du point de vue occidental. Et c'est ça qui est présenté en perspective dans le rapport de l'Institut Schiller. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit M. Cheminade.
En fait, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque total de dialogue de civilisation entre, je dirais globalement, l'Asie et le monde méditerranéen. Les dialogues de civilisation en Occident se passent entre cousins, c'est-à-dire entre chrétiens, musulmans, juifs. Là, on discute beaucoup. Mais hors de ce tripode de culture, il n'y a pas de dialogue avec la Chine. Qui est-ce qui dialogue? Personne. Il y a un manque de dialogue, il y a un manque d'altérité. C'est un vide gigantesque. Un vide gigantesque qu'il faut combler. Et ça passe, je pense, par un discours philosophique. Et encore là, il y a un malentendu, parce que quand on parle philosophie, on parle forcément de la philosophie vue par les Grecs. Les Chinois n'ont pas de philosophie, au sens grec du terme. Donc il n'y a pas non plus de... Je ne sais pas s'il y a une philosophie chinoise contemporaine. C'est très difficile, parce qu'il n'y a pas de dialogue.